because unavailable is not here, so I read the PowerPoint of unavailable and we have to back in English. Okay. Voilà, donc c'était votre premier regard sur les mécanismes cachés de la création littéraire, le processus mystérieux par lequel une personne peut bondir dans un esprit qui n'est pas le sien. Il y a plusieurs interprétations donc, possibles de cette citation d'Auster. La plus évidente est la capacité d'un auteur à bondir dans l'esprit d'un personnage. Ce n'est pas l'interprétation qui m'intéresse, plutôt je m'intéresse à l'interprétation selon laquelle l'auteur prend possession de l'esprit du lecteur. C'est donc mon but aujourd'hui d'essayer de comprendre comment ceci se produit, pas seulement en littérature, mais dans les activités artistiques en général et dans l'art contemporain, notamment dans les œuvres qui utilisent des interfaces digitales en situation de mobilité. Prendre possession de l'esprit d'autrui. Qu'est-ce que cela signifie de prendre possession de l'esprit d'autrui? Je considérerais ici que l'individu de l'esprit duquel on prend possession se trouve dans une situation d'immersion. La première étape est donc de produire une idée raisonnablement claire de ce qu'est l'immersion. Bien que l'immersion soit souvent appréhendée du point de vue d'une expérience alternative, par exemple percevoir par une canne blanche ou faire l'expérience d'un univers alternatif, je veux approcher l'immersion par le biais de la perception normale. Time to read, Norman? Un percevant donc est conscient de son expérience dans un environnement persistant et est aussi conscient de ses mouvements relativement à l'environnement, ainsi que des mouvements des objets et des surfaces non rigides relativement à l'environnement. Le terme conscience est utilisé ici pour impliquer la saisie immédiate de l'environnement par la conscience réflexive. L'approche écologique de la perception commence avec l'ensemble flottant des perceptions que reçoit le percevant qui se meut d'une vue à l'autre, tourne autour d'un objet intéressant et peut l'approcher pour l'observer, en extrayant les invariants qui sous-tendent la structure perspective changeante et voyant les connexions entre les surfaces cachées et non cachées. Je propose donc que l'immersion soit conçue sur le modèle de la théorie écologique de la perception, compris comme une description de la phénoménologie de l'immersion. Selon l'approche de Gibson, donc, un percevant est immergé dans un ensemble complet d'impressions sensorielles, modifiées par ses propres mouvements, qui lui permet de naviguer dans son environnement et de le modifier. Plutôt que une expérience passive, la perception est conçue comme une expérience active. En d'autres termes, donc, il semble que la perception écologique soit par sa nature même une instance de cognition située, c'est-à-dire le modèle d'un processus cognitif déclenché et contrôlé en ligne, ici, par des éléments de l'environnement. Clairement, donc, ceci n'empêche en rien la perception via une canne blanche d'être immersive. Mais cela semble empêcher l'expérience d'un univers alternatif d'être immersive. Comment pourrait-on être immergé simultanément dans deux univers perceptuels différents et divergents? Plus précisément, donc, comment peut-on être engagé simultanément dans deux processus cognitifs situés dans des environnements différents? Les remarques précédentes donc suggèrent que l'immersion peut seulement se produire en relation à l'environnement physique réel. Elle a besoin d'un environnement où on peut se déplacer et qui ne soit pas soumis à la volonté de l'expérienceur. Comment pourrait-il déclencher et contrôler le processus cognitif qui était lui-même sous le contrôle de la volonté du percevant? Plus précisément, donc, étant donné que notre investigation cible les œuvres d'art, comment une œuvre d'art pourrait-elle offrir une expérience immersive?
Cette question générale donc, peut être subdivisée entre deux questions différentes mais plus précises. La perception d'une œuvre d'art est-elle un processus spécifique ou s'appuie-t-elle sur les mêmes processus utilisés dans la perception de l'environnement? Si elle s'appuie donc sur la perception normale, comment arrivons-nous à gérer l'immersion dans deux environnements différents? Perception artistique. Une réponse apparemment pertinente consiste à dire que la perception d'une œuvre d'art, par exemple un tableau, implique nécessairement une illusion. Exactement comme dans une illusion visuelle, le spectateur regardant un tableau souffre des illusions que ce qu'il voit, peut connaître une surface bidimensionnelle, est un objet tridimensionnel. Merci Renaud. L'illusion donc fait partie de la perception. L'imagination visuelle, par exemple, n'est pas illusion. Ainsi, même si la perception de l'art est par nature illusion, n'en est pas pour autant hors de la perception. Et étant partie de la perception, il n'y a pas de raison qu'elle ne permette pas l'illusion. La théorie selon laquelle la perception artistique est illusoire par nature est due à Gombrich. Selon lui, donc, les tableaux ont deux aspects. Leur matérialité, donc, le fait que ce sont des objets bidimensionnels, ce qui rend impossible de voir l'objet représenté. Et évidemment leur transparence qui permet au spectateur de voir l'objet représenté, mais il lui interdit de voir le tableau dans sa matérialité. Les deux aspects donc sont contradictoires. La distinction de Gombrich donc est importante et pour la garder en tête, je propose de parler de la perception matérielle d'une œuvre, par exemple sur une image bidimensionnelle, et sa perception transparente, par exemple comme un objet tridimensionnel représenté. La solution proposée par Gombrich est que l'on ne voit pas l'image sous ces deux aspects simultanément, plutôt le spectateur alterne entre l'une et l'autre, juste comme il le ferait pour une image représentationnelle ambiguë. Ceci, cependant, ne semble pas s'accorder à la phénoménologie de la perception artistique, comme l'a noté Wiener dans sa critique de Gombrich. Quand on regarde une œuvre d'art, il n'y a pas d'alternance entre sa matérialité et son objet. Plutôt, on est conscient simultanément de la matérialité bidimensionnelle de l'image et de son objet tridimensionnel. La difficulté réside plutôt dans le fait de comprendre comment on peut voir l'objet dans l'image. Selon Volland, donc, on voit l'objet d'une façon très semblable à la façon dont on voit un objet dans une tache sur un mur, selon une anecdote bien connue de Vasari, phénomène de Vinci, dans un nuage. On sait que le nuage n'est pas un cheval, mais on voit à la fois donc, nuage et cheval. Dominique Lopez donc, a noté contre Gombrich et Volland que toutes les images ne sont pas perçues de façon duelle. Certaines images ne sont pas perçues comme des objets matériels. On voit seulement l'objet tridimensionnel représenté, mais pas la réalité matérielle tridimensionnelle de l'image. Il s'agit des trompeurs. Ceci donc, suggère fortement que voir l'objet dans l'image et voir l'objet dans la réalité dépendent d'un processus perceptuel différent. Et ceci est également vrai des images qui sont perçues de façon duelle. En bref, le problème principal avec une vision immersive de l'art, ou d'une partie de l'art, est que l'art n'est pas une partie sans coupure de l'environnement. C'est ce qui produit la nature duelle, matérielle et transparente de la perception artistique. Cependant, l'art est perçu dans ses aspects matériels et transparents par les mêmes processus perceptuels que le reste de l'environnement. L'immersion semble être le modèle d'un processus cognitif situé. Cependant, comment ceci pourrait-il se produire dans la perception artistique si une œuvre d'art n'est pas une partie de l'environnement? La réponse est que l'œuvre d'art, dans sa matérialité, est une partie de l'environnement et constitue en fait un outil pour la cognition étendue. Cognition étendue et immersion artistique. Alors que la cognition située se produit lorsque les actions de l'agent sont déclenchées et contrôlées
en ligne dans l'environnement. La cognition étendue se produit lorsqu'un processus cognitif s'étend au-delà du cerveau et du corps de l'agent pour inclure un ou plusieurs objets dans le monde qui constituent un support ou un élément de ce processus cognitif. Clark et Chalmers, donc, qui ont introduit cette notion, donnent l'exemple suivant. Otto et Ona sont des amateurs d'art et ils veulent visiter une exposition au MoMA. Ils ont donc besoin de l'adresse du MoMA. Ils diffèrent en ce que Ona a une excellente mémoire, alors qu'Otto souffre d'Alzheimer et comprend ses problèmes de mémoire par un carnet où, entre autres choses, il écrit donc l'adresse du MoMA. Selon Clark et Chalmers, donc, le processus par lequel Otto et Ona accèdent à l'adresse du MoMA, Ona donc le tirant de sa mémoire, alors qu'Otto consulte son carnet, sont stricto sensu des processus mémoriels. Le carnet d'Otto est une extension cognitive qui constitue sa mémoire. La seule différence donc, entre les processus cognitifs d'Otto et d'Ona est que les premiers sont étendus, tandis que les seconds ne le sont pas. Bien qu'on puisse douter qu'Otto et Ona aient des processus mémoriels identiques, ce problème ne semble pas se poser pour l'idée selon laquelle la perception artistique est un processus perceptuel étendu, l'œuvre d'art supportant le processus, au même niveau que la perception normale. C'est parce que les perceptions donc, artistiques, dans le sens transparent et de la perception, s'appuient sur les mêmes processus que la perception du reste de l'environnement. Quelles sont les conséquences de considérer la perception artistique comme un processus étendu pour la possibilité de l'immersion? Il y a deux problèmes liés au fait de considérer la perception transparente de l'art comme immersive. Le premier est que la perception est un processus situé. En tant que processus situé, on s'attendait à ce qu'elle se résume à la perception de l'environnement, ce qui ne semble pas être le cas pour l'art. Le second est que l'art semble introduire un environnement perceptuel alternatif et souvent divergent. Mais comment peut-on être simultanément immergé dans deux environnements différents et potentiellement divergés? La distinction entre la perception matérielle de l'œuvre et sa perception transparente devrait aider. C'est comme objet matériel que l'œuvre est utilisée et comme un moyen pour étendre la cognition. En ce sens, l'œuvre est une partie de l'environnement réel. Mais en tant que moyen pour étendre la cognition, l'œuvre œuvre grâce à sa perception transparente par le spectateur un nouvel environnement dans lequel la perception est un processus situé conduisant à l'immersion. Ceci résume ainsi le problème de la façon dont un spectateur peut être immergé dans deux environnements à la fois. Il est immergé dans l'environnement actuel, dont une partie étend sa cognition en ouvrant une fenêtre transparente dans un nouvel environnement. Quand ceci est fait, sans couture, entre guillemets, comme dans le trompe-l'œil, le spectateur s'immerge dans l'environnement offert par l'œuvre d'art en tant que cet environnement est enchâssé dans l'environnement réel. Interfaces digitaux donc en situation de mobilité. Qu'est-ce que les interfaces digitaux en situation de mobilité donc, apportent à l'immersion artistique? La première chose à noter est que les appareils digitaux utilisés par les participants dans de telles œuvres sont très facilement vus comme des extensions de la cognition, étant donné leur usage quotidien dans des circonstances plus habituelles. Qui plus est, ils utilisent des processus perceptuels normaux, qu'ils soient auditifs ou visuels. Donc ils apportent à l'immersion artistique classique et qu'ils restaurent l'action physique. Les participants se déplacent, soit sur place, soit d'un endroit à l'autre. Ils créent, ce faisant, l'environnement enchâssé davantage qu'ils ne le perçoivent, et leurs mouvements peuvent ou non être liés de façon contingente aux instructions ou aux rétroactions fournies par les appareils électroniques.
Ils peuvent partager cet environnement avec d'autres joueurs situés dans des villes lointaines, produisant non seulement des processus cognitifs situés et étendus, mais des processus distribués et partagés, des processus cognitifs impliquant plusieurs individus à la fois. Dans de tels cas, donc, peut-on encore parler d'immersion? Au niveau individuel, on peut de façon évidente le faire, mais la question intéressante est de savoir si on peut le faire au niveau partagé. Il n'y a pas de réponse facile ou générale à la question de la possibilité de l'immersion partagée. Mais dans les cas où l'environnement enchâssé et le mouvement dans l'environnement sont le résultat d'une co-construction par les participants, comme par exemple dans Can You See Me Now, il semble que cet environnement enchâssé, il sera plus souvent un espace virtuel et partagé, même si l'immersion reste à un niveau individuel. Le monde est dans la tête, mon corps